Bonjour à vous toutes et tous et bienvenue dans ce podcast Vivre ensemble différents, un podcast autour de l'inclusion, de la mixité, de l'équivalence et des parcours de vie. Soutenu par l'association Ensemble et Différents qui œuvre au changement de regard sur le handicap et contribue par ses actions à la déconstruction du validisme. Je m'appelle Emma, je suis doula et je vais vous accompagner cette année dans cette première saison Naissance singulière. J'ai eu envie d'explorer le sujet du handicap dans le cadre de la périnatalité, c'est-à-dire le handicap à toutes les étapes autour de la naissance, du désir d'enfant au postpartum. Pour faire entendre et porter les voix de ces mères, pères, frères et sœurs et personnes avec handicap dans le parcours de la périnatalité. Faire entendre au monde ces sujets tabous dans notre société. Aujourd'hui, 15% de la population mondiale est porteur de handicap. 60% des interruptions médicales de grossesse font suite à un diagnostic de malformation ou un handicap. 12% des adoptions sont des adoptions d'enfants à besoins spécifiques et 2% des femmes avec handicap sont devenues mères. Il est temps d'entendre leur voix, d'écouter leurs histoires, pour ceux qui ne connaissent pas et pour ceux qui le traversent aussi. Dans notre société validiste, le handicap est comme insurmontable, empli de difficultés ou à l'inverse héroïsé. Il y a beaucoup de chemin à faire pour que la société le considère comme une autre manière d'être au monde et pour que ces personnes et leur entourage aient le même droit que celles privées de handicap. J'ai eu envie de parler de ces sujets dans le cadre de la périnatalité. Y a-t-il des récits de vie sur ce sujet ? Est-ce que la société a influencé les décisions des parents ? Comment laissons-nous les personnes faire leurs propres choix de manière éclairée et dans la douceur ? Comment se passe le retour à la maison ? Avons-nous des professionnels formés à accompagner ces parcours ? La parentalité est un vrai chamboulement. Qu'en est-il lorsque le handicap rencontre ce grand changement de vie ? Écoutons ces histoires singulières et prenons le temps de donner la parole à ces personnes pour comprendre et entendre ce qui se passe pour elles. Je tiens à vous avertir, nos invités vous partagent des moments de leur vie qui sont emplis d'émotions fortes. Certains mots utilisés peuvent être perçus comme violents pour certaines personnes et les sujets abordés peuvent être spécialement remuants en fonction de votre histoire personnelle ou votre sensibilité. Je vous invite à prendre soin de vous, à écouter cet épisode dans un espace et un moment où vous vous sentez en sécurité. N'hésitez pas à faire une pause ou même de stopper votre écoute si nécessaire. Merci de votre bienveillance et de votre respect pour ces invités et leurs témoignages personnels, précieux et intimes. Pour le second épisode de cette saison Naissance singulière, nous accueillons Hélène. Elle va nous partager son parcours d'interruption médicale de grossesse et sa rencontre avec sa fille Marie. Bonjour Hélène. Bonjour Emma. Bienvenue. Merci. Et je suis très heureuse de t'accueillir ici pour le deuxième épisode de ce podcast. Le plaisir est partagé. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Voilà, donc je m'appelle Hélène, j'ai à présent 55 ans, j'habite dans les Alpes d'Haute-Provence. Je fais de la formation et du conseil pour les associations et j'aime beaucoup faire du jardin. Merci. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu le contexte de ce que tu as vécu à ce moment-là, lors de ta grossesse ? Bien, j'étais avec mon compagnon de l'époque depuis une douzaine d'années. Ça n'allait pas forcément très très bien entre nous. Lui avait déjà 2 enfants, moi j'en avais pas. Mais on va dire qu'on était dans un climat un petit peu tendu quand Marie est arrivée. Et du coup, tu as appris ta grossesse, ça s'est passé comment ? Alors, quand je disais que c'était un climat un peu tendu, c'était en fait vraiment très tendu. Et quand j'ai senti que j'étais enceinte, je l'ai vraiment senti dans mes tripes en fait. Là, je me suis dit, je pense que je suis enceinte. Et je voulais pas que mon enfant vive cette tension-là. Et en même temps, je voulais pas lui faire porter le choix de la séparation que je n'arrivais pas à faire. Donc en fait, ça m'a poussée à dire stop à mon compagnon, on arrête. Puis j'ai fait le test de grossesse, qui s'est avéré positif. Du coup, forcément, c'était une situation un peu compliquée.
Mon compagnon voulait pas que je garde l'enfant. J'avais envie de le garder parce que voilà, 41 ans, voilà. On a essayé de se remettre ensemble pendant 2 mois et c'était la cata. Enfin voilà, c'était vraiment la fin d'une histoire. Donc voilà, un peu mais j'ai comment dire, j'ai vraiment tout de suite senti que j'étais habitée, voilà. Et un autre élément, c'est que j'étais hyper heureuse pendant la grossesse. Elle a été courte, et puis j'ai appris chemin faisant que ma petite fille elle était malade, mais ça me remplissait vraiment, quoi. Et du coup, cette grossesse, elle a été suivie comment? Et ben en fait, voilà, sur les premières, hyper classiquement au départ, hein, sur les premières échos, on a commencé à voir que il y avait peut-être un petit souci. Et puis, au fil des échos, on s'est aperçu que le souci se confirmait. Donc, ma petite fille était trisomie 21, et elle avait aussi un gros souci au rein. Ça, j'ai appris vraiment sur la toute fin. Mais voilà, c'était assez compliqué. Donc, c'est posé la question, voilà, qu'est-ce qu'on fait dans la situation particulière où j'étais, à savoir mon ex-compagnon qui déjà voulait pas d'enfant, alors a fortiori une enfant trisomique. Il avait déjà 2 garçons qui, eux, ne comprenaient pas non plus le choix d'avoir voulu garder l'enfant avant même de savoir qu'elle était malade. Et puis moi, qui me voyais élever un enfant seul, avec un enfant fortement handicapé, et je me disais, mais est-ce que j'arriverai à lui donner tout l'amour en travaillant en même temps? Voilà, ça me paraissait tout ça très, très compliqué. C'était au début de la grossesse, du coup? Et en fait, ça a été très progressif. Parce qu'au fur et à mesure des échos, au début, on se dit, ah oui, il y a un petit risque. Et puis voilà, puis finalement, il y a un risque sur 50, puis sur 20. Et puis tout d'un coup, il y a la clarté nucléaire qui dit, oui, non, c'est sûr, il y a une trisomie 21, quoi. Donc là, il y a un moment, il y a un moment, la question se pose, est-ce qu'on fait une interruption médicale de grossesse ou pas? Donc c'était au 2e trimestre? Ouais. Je dirais... Même pas? En fait, j'ai accouché à presque 5 mois de grossesse. Donc, c'était, je dirais, peut-être à 4 mois, quoi. Voilà. Et du coup, à 4 mois, qui te présente ce qui se passe et qui te montre qu'est-ce qui est possible, qui te guide là-dedans? En fait, il n'y a pas tant de monde que ça. C'est-à-dire, je suis en train de réfléchir vraiment à ce que tu me dis. Tout d'un coup, tu apprends la nouvelle. Tu te dis, bon, il faut que tu fasses un choix. À ce moment-là, j'étais pas fortement accompagnée. Mais à partir du moment où on se dit, tiens, je pense que je vais aller faire une interruption médicale de grossesse, là, on rentre dans un parcours où là, la question se repose quand même. Donc, à partir du moment où en gros, moi, j'avais pris la décision. Mais du coup, personne t'avait étalé les possibles? Non. Et ça, j'avais jamais réfléchi avant, mais c'est dommage peut-être. Parce qu'effectivement, j'ai pas eu un moment où je me suis dit, mais ok, qu'est-ce qui est possible quand on a une situation comme ça? Il y a juste eu, tu gardes ou tu gardes pas, quoi. Mais c'est tout, en fait. J'ai pas eu d'autres. Et du coup, ce qui fait que finalement, le temps de réflexion, il était hyper court. Parce que ça me semble très compliqué à gérer ça seul. Un entourage qui le souhaitait pas forcément. Il y avait aussi une autre chose qui a joué dans ma décision, c'était que probablement que ma fille me survivrait si je la gardais, et que du coup, elle serait entre guillemets à la charge de personnes qui déjà a priori étaient pas super favorables à ce que j'ai un enfant. Donc, a fortiori trisomique, je me disais, mais c'est quelque part à ces demi-frères donner une charge qui est trop lourde. Je voulais pas faire ça, quoi. Mais surtout qu'ils disaient clairement que... Voilà, déjà, dès le départ. C'est dès le départ... dès le départ... Donc, le temps de réflexion a été finalement assez court. Mais du coup, quand tu prends cette décision, après, il se passe quoi? Parce que tu l'as prise pour toi, mais après, du coup, il faut que tu ailles... après, tu rentres dans le parcours. Donc, toi, tu es allé vers des professionnels pour leur dire voilà mon choix. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est quand tu fais une interruption médicale de grossesse, tu dois avoir déjà un premier médecin
puisqu'on est en dehors du cadre de l'interruption volontaire de grossesse, donc il faut que ce soit validé par des médecins. Donc, on passe voir des médecins. Et le premier médecin que j'ai rencontré, une femme, ça a été très important et super. C'est-à-dire que, en fait, je suis arrivée, j'étais quand même un peu démunie. Hein. C'est une décision qui est difficile à prendre, on est un peu perdu. On rentre dans un système qu'on ne connaît pas. Puis tu étais seule? J'étais seule. Alors, heureusement, j'avais un ami que j'ai cité, Patrice, qui est une amie, Céline, qui m'ont vraiment accompagnée. Donc là, j'ai eu vraiment quelqu'un qui m'a soutenue cet instant-là, qui m'a accompagnée au premier rendez-vous. Ces 2 personnes m'ont accompagnée au premier rendez-vous. Et la médecin était super. C'est-à-dire que... Alors moi, bêtement, je ne sais pas si c'est bête, mais j'avais envie de savoir le sexe de l'enfant. Et puis, j'avais envie d'avoir une fille. Et puis, c'était une fille. Et en fait, j'étais heureuse de ça. Des petits bonheurs comme ça. Et j'étais heureuse qu'elle me demande... En fait, oui, spontanément, elle m'a demandé si je voulais connaître le sexe. Et en fait, j'étais très heureuse qu'elle me pose cette question-là. Comme tout parent. Comme tout parent, en fait. Voilà. C'est-à-dire que j'avais peur de me retrouver quelque part dans le corps médical où on parle de technique. Non, elle m'a posé, est-ce que vous voudriez connaître le sexe de l'enfant, quoi? Et ouais, bien sûr que je veux le connaître. Et j'ai trouvé ça chouette. Déjà, on était dans de l'humain, on n'était pas dans la technique, quoi. Et ensuite, du coup, on a parlé assez simplement. Moi, je lui ai dit que j'avais envie vraiment de savoir ce qui allait se passer dans mon corps, ce qui allait se passer pour elle, ce qui allait se passer. Et elle m'a dit que le fait de vouloir connaître le sexe de l'enfant, la manière dont je voulais le vivre, c'était vraiment le meilleur moyen pour que ça se passe bien. Je me souviens de cette phrase, elle me disait « Le pire, c'est les gens qui arrivent en me disant « Enlevez-moi vite ce monstre ». Eux ont beaucoup de mal à s'en remettre. Mais vous, la manière dont vous envisagez les choses, ça pourrait se passer pour le mieux possible. Donc, tenez ce cap-là. Et dit, si vous allez dans une maternité où on vous propose quelque chose qui ne vous convient pas, changez de maternité. Et ça, du coup, pour moi, ça m'a donné de la force, en fait. La force de me dire, OK, je prends cette histoire, c'est mon histoire, je la prends en main. Et j'en fais ce que je veux. Et je fais ce que je veux. Et je m'écoute. Et puis, si autour de moi, on me dit, fais ci, fais ça, suis ton idée, quoi. Et c'est grâce à cette personne-là, ce premier rendez-vous a été super, super important, en fait. Ouais. Et du coup, après, là, il y a quelque chose qui s'acte. Ouais. Et là, après, on rentre, il y a plusieurs étapes. Donc, alors, il y a plusieurs étapes et dans un temps, finalement, assez court. Parce que à partir du moment où on a pris la décision, il faut faire l'interruption médicale de grossesse. Sauf qu'entre le temps de la décision, parce qu'une interruption médicale de grossesse, c'est un accouchement. On accouche j'ai accouché d'un petit bébé, presque comme tout un chacun, quoi. Ou tout un chacune, en l'occurrence. Mais. Et en fait, on a finalement peu de temps pour gérer de trucs hyper importants. On donne la vie et la mort. Donc, il faut gérer d'un point de vue physique, psychologique, je dirais même presque spirituel, et une naissance et la mort en simultané. Et c'est 2 choses que moi, je ne savais pas gérer a priori. D'un point de vue physique, je vais accoucher. Oui, faut respirer. Faut que je trouve une sage-femme. Bon, d'accord. Voilà, ça va être des choses comme ça. La mort, OK. Qu'est-ce qu'on fait du corps? Je le récupère pas. Si je le récupère pas, où il va? Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. En plus, la législation venait de changer. Donc, à l'hôpital, ils connaissaient pas forcément bien. Donc, je me suis tapé la législation. Toute seule? Ça, oui. Et puis après, d'un point de vue psychologique aussi, c'est quand même une décision qui est difficile à prendre. Et pour ça, est-ce que t'as mis des choses en place pour faciliter? T'es super bien accompagnée, en fait. Ouais. Après, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment eu plein de choses qui me sont arrivées. J'ai trouvé une super sage-femme, Hélène, qui a été surprise par ma demande, mais en même temps, elle a accueilli ça aussi, et donc on a préparé la naissance ensemble. J'ai eu un rendez-vous avec une thérapeute qui a été, définitivement structurant dans cette histoire-là. C'est-à-dire que sans ce rendez-vous, je pense que ça aurait été très difficile. Donc, c'est une histoire un peu particulière, mais du coup, là, il faut que je le raconte, forcément. Donc, c'est une thérapeute qui fait de la communication facilitée. C'est-à-dire qu'elle peut... Alors, j'en parle avec mes mots, mais en fait, elle se branche concrètement, elle se branche sur ma tête, ou la tête de n'importe qui.
étape. Moi, ça m'a fait penser un peu à l'écriture surréaliste, des surréalistes, là, étape. Et puis après, elle lit ce que ma tête a dit, sans que ça passe par la parole. Et c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que vraiment, ce qui sort, c'est vraiment ce que moi, j'aurais pu dire. Donc, je suis allée la voir parce que j'ai une copine qui a pu échanger comme ça avec sa maman, qui avait la maladie d'Alzheimer jusqu'à la fin. Et son témoignage m'avait vraiment marqué. Et je me suis dit, de toute façon, là, je prenais tout. À cette période-là, moi, je prenais tout ce qui pouvait m'arriver, qui pouvait m'aider. Je perds rien, ça peut m'apporter que du... C'est ça. Oui. Donc, vraiment, voilà, un chaman, tout ce qui me venait, je prenais. Tout ce qui pouvait m'aider, voilà. Donc, j'y suis allée sans savoir trop ce que c'était, sans savoir trop ce que je pouvais en attendre. Bon. Donc, OK. Et puis, très vite, elle me dit la question, est-ce que tu aurais une question à poser à ta fille? Et alors là, je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais effectivement, de la même manière qu'elle puisse se brancher sur moi, eh ben, elle a pu se brancher sur ma fille. Donc là, j'étais un peu perplexe. Je n'avais pas évidemment prévu ça. Je ne savais pas quoi poser comme question. Et en communication facilitée, elle m'a dit la question que je voulais poser à ma fille. J'ai pleuré tellement c'était juste. J'aurais pas été capable de la formuler, mais c'était vraiment ça comme question. Et du coup, ma fille m'a parlé. Et elle m'a dit, en gros, que je me sentirais plus jamais insignifiante, que l'énergie que j'avais à être enceinte, parce que c'est vrai que j'étais, malgré la situation, je me sentais vraiment rayonnante, quoi. Elle m'a dit que cette énergie-là, pleinement enceinte, quoi. Voilà, pleinement enceinte, ça. Hein. Elle m'a dit que cette énergie-là, je la reperdrais pas, que je me sentirais plus jamais insignifiante. Et c'est vrai que cette question de l'insignifiance, quand j'avais des fois été voir des thérapeutes, c'est des choses qui revenaient. Enfin, ce mot-là est revenu de manière forte. Que ma décision était juste, au sens où elle avait choisi mon corps parce qu'elle lui restait une petite tranche de vie à faire, donc il ne fallait pas que je m'inquiète pour la décision. C'était la bonne, voilà. Et puis après, du coup, je me suis hardie. Je lui ai dit, mais je vais poser comme question, savoir qu'est-ce que je peux faire pour faciliter un peu ce passage. Elle m'a dit, à un moment, je vais avoir froid. Et ce serait bien que tu me réchauffes et que tu me chantes des chansons. Bon, là, j'avoue que je suis restée un peu perplexe. J'ai entendu. Et puis, voilà, après, qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre? Ouais, elle m'a dit que les relations qui étaient peut-être pas faciles en ce moment avec donc le géniteur, son père, vraiment, après, j'aurais de très bonnes relations et que j'ai pas à m'inquiéter parce qu'en fait, après, tout ira bien. Donc, t'es ressortie... Et j'en suis ressortie gonflée de ça. Et en fait, elle avait tout bon. Alors, est-ce que j'ai généré la suite? Je ne sais pas. Mais en tous les cas... Ça a lancé quelque chose. Ça a lancé quelque chose. Bon, d'une part, ça m'a consolidé un peu dans mes choix. Voilà. Puis après, je vais vous raconter la naissance. Vous verrez que c'était assez intéressant. Voilà, pour terminer sur les accompagnements, à l'hôpital aussi, à la maternité à Digne, ils ont été super. Du coup, c'était un jour qui avait été choisi. Ouais. Ensemble. Voilà. Pour un déclenchement. C'est ça. Alors, quand on fait une interruption médicale de grossesse, ça se fait en 2 temps. Il y a un premier produit. Donc, quand t'es déjà à la maternité. Non, avant. Avant. Je crois. J'ai un petit doute. Ouais, je sais plus. Mais genre 2 jours avant. Okay. Il y a un produit qui va tuer. Qui arrête le cœur. Voilà, qui arrête le cœur. Et il y a un second produit ensuite qui va déclencher l'accouchement. Ok. Voilà. Donc ça se fait comme ça en 2 temps. Et du coup, entre le moment où en fait la décision a été prise, on a commencé à caler les rendez-vous, faire les plannings et tout. Il y avait tellement de choses à gérer. Après, c'est ça aussi, qu'est-ce qu'on fait du corps, tout ça. Enfin, il fallait... Il y a une question logistique. Il y avait des questions logistiques, il y avait plein de choses. Et du coup, j'étais très prise par ça. Et en fait, j'ai demandé 2 jours de rab à la maternité, parce que je voulais passer vraiment 2 jours juste avec elle, en oubliant toutes les contraintes, quoi. Juste à profiter. Juste ensemble, que toutes les 2. Voilà, lui chanter des chansons dans mon ventre, tout ça, quoi. Donc, on a passé ce temps-là. Et puis après, on planning, on rentre à la maternité, et puis à l'accouchement. Et à la maternité, ils ont été super aussi. C'est-à-dire que, notamment, je disais, je voulais savoir exactement ce qui se passe. Et franchement, les sages-femmes et les infirmières, elles se donnaient le mot pour me dire, voilà ce qui se passe dans votre corps, voilà ce qui se passe, voilà les produits qu'on vous donne, voilà ceci, cela. Donc ça, c'était top.
Euh, Dans les autres choses qui ont été assez top aussi, ce sont mes parents. Parce que mes parents habitent en Bretagne. Ils sont venus pour mon accouchement. Et en fait, ils ont tout compris. Je ne sais pas comment ils ont fait encore pour comprendre ça. C'est-à-dire que pour la plupart des gens, une interruption médicale de grossesse, c'est avant tout un truc super, super triste. Voilà. Et ben mon père, il est venu avec une bouteille de vin pour fêter ça. Et il n'y avait pas plus juste. Parce que c'était ce dont tu avais besoin. Pas du vin, hein, mais je veux dire, pour moi, c'était un événement, comment dire, peut-être c'est le jour le plus triste de ma vie, peut-être. Mais par contre, ce qui est sûr, c'était le jour le plus heureux de ma vie. Ouais. C'est-à-dire que la beauté, le côté merveilleux de fait de donner la vie, oui. C'est pas du tout altéré par la mort qui s'ensuit. Ce sont deux sentiments côte à côte. C'était deux événements. Ce sont deux événements qui se jouent en simultané, donc c'est un peu complexe. Mais l'un n'abîme pas l'autre. Et que mes parents soient là pour partager ces deux moments forts avec moi, c'était super important. Et ils ont pu avoir accès à la salle de naissance. Ouais, alors ça a été top. Là aussi, j'ai eu un petit passe-droit, parce que théoriquement... il y a le droit qu'à un accompagnant. Il y a droit qu'à un accompagnant. Et puis, le problème, j'ai fait une péridurale. Et donc, du coup, je ne pouvais pas sortir très vite de la salle de naissance. Et en fait, ils ont accepté que mes deux parents viennent après l'accouchement. Et je veux dire, ils ont pu tenir ma fille dans leurs bras, quoi. Ouais. Pour moi, c'est super important. Voilà, elle fait partie de l'arbre généalogique. Parce que dans les choses, par exemple, quand je dis qu'il y a beaucoup de travail à faire dans sa tête, à la maternité, sur la préparation à l'accouchement, ils m'ont demandé si je voulais prendre des photos. Ben moi, au début, prendre des photos, ça me paraissait hyper glauque. Et 2 jours après, mais évidemment, je voulais des photos de ma fille. Qui ne voudrait pas avoir des photos de sa fille, quoi? Ben ouais. Est-ce que vous voulez qu'on l'habille? Vous voulez acheter des vêtements de poupée ou... Oh, là aussi, ça me paraissait hyper glauque d'acheter des vêtements de... Enfin, tu vois, on ne savait pas. Donc là, j'ai pas acheté des vêtements, mais eux, ils ont fait un petit vêtement pour ma fille. Donc, en fait, il y a un chemin à parcourir. Oui, et ça se fait au fur et à mesure aussi. Mais à une vitesse qui est hallucinante. Le prénom. Au début, je m'étais dit un prénom. Ben oui, Alice, parce qu'elle, un peu comme un songe qu'elle est passée. Puis au bout pareil, très vite, mais Alice, ben non. J'ai toujours voulu avoir une fille qui s'appelle Marie. Elle s'appellera Marie. C'est pas un songe qui passe, c'est une réalité. Voilà. Donc en fait, il y a eu plein de choses comme ça qui font aussi que j'ai pu le vivre très très bien, quoi. À la maternité, mes 2 parents étaient là tout le temps. Moi, j'étais enceinte, je chantais des chansons parce qu'elle m'avait dit qu'il fallait que je chante des chansons. Ma mère qui était là, qui attendait, mon père qui était là, qui attendait. On parlait pas forcément. Et du coup, comment ça s'est passé cette naissance? Alors, j'avais aussi quand je pensais que Marie ne devait pas avoir de handicap, j'avais imaginé, comme je savais que j'étais plus avec le papa, j'avais imaginé que l'une de mes cousines vienne pour la naissance. Donc là, je l'avais appelée, je lui ai dit, écoute, Marie-Claire, voilà, je t'explique, j'avais pensé à toi pour m'accompagner pour la naissance. Elle est contrôleur de gestion, elle est hyper carrée, elle a déjà eu des enfants. Je me suis dit, voilà, si pour une raison ou une autre, ça se passe pas bien, elle saura gérer le truc, voilà. J'ai dit, voilà, j'avais pensé à toi, et là, je t'explique, ça va se passer dans 3 semaines, c'est pas tout à fait comme c'était prévu, est-ce que t'es OK? On a dit, pas de souci, donc elle a traversé la France. Là aussi, avec un phénomène un peu bizarre, c'est-à-dire que la veille qu'elle arrive, je reçois un mail de Marie-Claire. Dans le mail, elle prend la parole de ma fille, en disant, j'ai choisi j'ai choisi ton corps, tu vas être une mère formidable, patati patata. Ça ressemblait vraiment, vraiment à ce que Marie m'avait dit en communication facilitée. J'appelle Marie-Claire. Je dis, Marie-Claire, c'est quoi ce bazar? Elle dit, franchement, je me suis levée ce matin, c'est pas moi qui ai écrit ça. Ça m'est sorti comme ça. Et c'est vrai que c'est pas le style de Marie-Claire. Marie-Claire est contrôleur de gestion. Elle n'est pas trop comme ça. Et donc, voilà. J'ai eu des choses comme ça. Je sais pas. J'accueille. En fait, c'est cadeau. Voilà. Et donc, pour en revenir à la naissance, naissance, péridurale, oui, voilà, ça fait mal, faut pousser, tout ça. Et en fait, ça s'est pas passé exactement comme prévu. C'est-à-dire que le premier produit, donc, pour arrêter le cœur, il n'a pas fonctionné. Ce qui fait que j'ai pas
accouché d'un petit corps sans vie. J'ai accouché d'une petite fille, tonique. Là, les médecins m'ont tout de suite assuré qu'elle ne pouvait pas souffrir. Techniquement, c'était pas possible parce que les terminaisons nerveuses n'étaient pas terminées, qu'elle pouvait pas non plus respirer. Et parce qu'il s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait tout de suite une piqûre pour arrêter la vie ou pas ? Donc là, ils m'ont certifié que c'était sûr à 100% qu'elle souffrait pas. Et donc, du coup, j'ai eu la chance de partager 2 heures avec ma petite fille. Et l'accompagner. Et effectivement, elle a eu froid. Je l'ai réchauffée et je lui ai chanté des chansons. Mais ça, voilà, quelque chose comme ça. Et du coup, ce moment-là, c'était top parce que, faut s'imaginer, hein, c'est un petit bout de bonne femme. C'est comme c'est un petit bébé juste plus petit. Mais voilà, c'est juste un petit peu plus petit, un petit peu plus rouge, mais voilà. Et du coup, je l'ai accompagné, je l'ai réchauffé, j'ai chanté des chansons. Mes parents sont venus. J'ai une photo magnifique de mon père a des très grandes mains, de ma fille dans la main de mon père. Ça lui fait presque comme un berceau. Enfin, et ça, c'est super, quoi. Elle a été là, quoi. Ah ouais. Donc là, vraiment. Donc en fait, j'ai vraiment quand même partagé 2 heures avec ma fille dans mes bras, quoi. Et en fait, c'est super, quoi, d'avoir pu vivre ça. C'était la rencontre. Ouais, vraiment. Puisque m'a dit Marie-Claire, donc, qui était à l'accouchement, elle m'a dit, mais en fait, quand t'as accouché, c'est alors moi, je n'ai pas les vocabulaires techniques, mais l'enveloppe qui est autour de l'enfant, comment dire, c'est sorti, tout est sorti, et l'enveloppe a cassé après. Et donc, d'un coup, elle n'avait pas de sang, elle n'avait rien, elle était juste nacrée. Elle est née dans son sac. Elle est née dans son sac. En fait, voilà, le sac est sorti. À la sortie, le sac a explosé. Et donc, elle a dit, mais c'était comme une fleur qui s'ouvre. Donc, non, c'était vraiment un moment super. Après, donc, je suis rentrée, on est retourné dans la chambre. Là, mon père a ouvert une bouteille. On était bien. Enfin, voilà, c'était beau, quoi. Bon, après, évidemment, j'ai quand même pleuré. Hein, faut pas. C'est quand même difficile. Mais là aussi, la maternité, ils ont été super. J'ai pu rester à la maternité autant de temps que je voulais. Ils m'ont pas pressé à sortir. Et ce qui était chouette, c'est que du coup, ils avaient congelé ma fille. Et quand je sentais le besoin, je leur demandais, j'allais la voir. Ils la sortaient. Je passais un moment avec elle, je la regardais, je lui parlais, je lui faisais des bisous. Et puis on la remettait au congélateur. Et puis à un moment, j'ai plus le besoin de ça. Et donc j'ai quitté la maternité. Donc ça aussi, c'est super parce que j'ai vraiment eu l'impression d'être allée au bout de cette histoire, quoi. Je l'ai vécu pleinement, j'ai vécu pleinement avec elle. Bien accompagnée, en plus. Et bien accompagnée. Il y a juste eu un gynéco à mon temps qui m'a dit est-ce que vous voulez pas que je mette un drap pour pas que vous voyiez ? Je dis non, je veux voir ma fille. Je savais pas si... Par contre, je savais pas du tout si j'avais envie de la tenir dans mes bras. Ce que je savais, c'est que je voulais pas que ce soit... Je voulais voir au moins. Mais oui. Mais je m'imaginais pas que j'allais avoir autant d'amour pour elle, que de la serrer, que de la... Voilà. Non, ça, c'était super, quoi. Et... Oui, du coup, tu t'es sentie mère et elle s'est sentie fille, à mon avis. J'imagine. Alors, ouais, et maintenant, quand j'y pense, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est... Je vois le bébé, et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est bien plus fort que moi, bien plus puissant que moi. Je sais pas comment expliquer ça. Ouais. Je sens la naissance, mais je perçois quelqu'un qui est plus... Pas un bébé, en fait. Voilà. Un être. Un être, voilà. Mais un être fort. Vraiment, c'était quelqu'un, je crois. Et c'était comment de rentrer, de voir son corps qui a changé, et de se retrouver sans elle à la maison. Ça, tout le monde m'avait dit, tu vas voir, l'après-accouchement déjà c'est difficile, mais sans l'enfant, tu vas voir, ça va être super balèze. Et pas du tout. Parce qu'en fait, moi, je sais pas comment dire, je sentais sa présence et elle m'a porté. Alors oui, encore une fois, oui, j'ai pleuré. Enfin, c'est dur. Mais j'étais vraiment habitée de la beauté de quelque chose, en fait. Et donc, très concrètement, voilà, je lui ai parlé, je lui parle encore d'ailleurs, très souvent. Après, tout de suite après, il a fallu gérer qu'est-ce qu'on allait faire du corps.
Ça, c'est une autre question. Et pareil, ça, est-ce qu'on t'a accompagné à voilà, savoir les possibles que t'avais? Non. Là, par contre, là, quand je disais que la législation avait changé, là, j'ai dû me renseigner parce que je savais pas ce que je voulais faire du corps, mais j'avais pas envie qu'il parte avec les bouts d'intestin comme un déchet médical. Bah oui, je m'étonne. Donc, de ce que j'ai appris et compris, c'est qu'en fait, il allait être incinéré avec d'autres enfants comme lui. Voilà. Okay. Si je ne récupérais pas le corps. Il y avait une chose aussi qui était bizarre, c'était que si je voulais, si je voulais récupérer le corps, il fallait qu'il fasse une autopsie à un moment de temps. Il y avait une histoire comme ça, mais je n'avais pas du tout envie qu'on l'autopsie. Enfin, je savais bien pourquoi. Mais c'était, voilà, un moyen. Donc, mais là, je me souviens plus très bien. Il y avait un truc vraiment bizarre. Mais in fine, la réglementation, c'était ça. Donc, je m'étais dit, si c'est ça, si elle est incinérée avec d'autres, pourquoi pas. Parce que je voulais pas que la mort prenne trop de place, en fait. Et on m'avait dit, écoutez, on vous préviendra au moment de l'incinération. Et là, on a 10 jours, en fait, entre le moment où on accouche et le moment où on décide, où il y a on acte quelque chose pour le corps, il faut 10 jours minimum. Ça, c'est la loi. Elle est très bien faite, parce que moi, j'ai changé d'avis au 9e jour. Au 9e jour, je me suis dit, mais je me vois pas, je suis à la boulangerie, là, tout d'un coup, le téléphone sonne. Oui, c'est maintenant l'incinération. Donc, au 9e jour, j'ai dit, non, je récupère le corps de ma fille. Et ça, c'était autorisé? Et oui, là, c'était autorisé. Et là, du coup, aussi, le bas de combat, ok, tu récupères le corps, t'en fais quoi? Crémation, pompe funèbre, tout ça, faire les devis des pompes funèbres, enfin voilà, faut aussi se taper de tout ça. Ouais. Et là, dans les pompes funèbres, j'ai rencontré une femme super. Je lui raconte mon histoire. Je lui dis, écoutez, voilà, la vie était courte, je voudrais pas que la mort prenne trop d'importance, j'aurais un petit truc. Votre histoire, elle est très, très belle. Moi, je vous offre le cercueil, je veux qu'il soit comme ça, je veux un truc très beau. Et puis, dans le corbillard, vous venez avec moi. Et voilà, j'ai rencontré une femme qui, elle aussi, qui a participé à mon histoire, en fait. Qui a vu la beauté dans mon histoire avant de voir la douleur, en fait. Ouais. Et donc, du coup, j'ai récupéré Marie. Elle a été incinérée à Manosque. Là, ce copain qui m'a suivi, il était avec moi. On était tous les deux pour l'incinération. Faut pas le dire, mais la nana des pompes funèbres, elle m'a aussi fait une fleur. Parce que, j'ai pris la décision d'accoucher à 5 mois moins 2 jours. Le moins 2 jours est important parce qu'à partir de 5 mois, c'était considéré comme une naissance à part entière, un enfant mort-né, à savoir, du coup, les congés maternité, les points, les droits, tout ça. Et donc, ce dont tu n'as pas eu le droit? Ce dont j'ai pas eu le droit volontairement. Ok. J'ai fait le choix d'accoucher à 5 mois moins 2 jours parce que je me suis dit, si jamais ça se passe très mal, je veux pas à un moment me dire, ça s'est passé mal parce que t'as retardé pour avoir des points retraite. Je voulais pas qu'il y ait une question d'intérêt, d'administratif, de finances qui rentre là-dedans. Donc, j'ai préféré faire 2 jours avant pour pas avoir ça qui traîne dans un coin de ma tête si ça se passait pas bien. Mais du coup, si c'est ça, par exemple, c'est pas reconnu comme un enfant. Donc, théoriquement, je devrais pas avoir livret de famille. Mais la personne des pompes funèbres m'a quand même fait un livret de famille. Voilà. J'ai eu des petits, voilà, parce qu'il y a des gens, il y a des humains. Pareil, les cendres, théoriquement, je savais pas du tout ce que je voulais en faire, moi, des cendres de ma fille. Enfin, c'est compliqué, tout ça. J'avais pas le temps de gérer où j'allais mettre les cendres. Bon, elle a mis un lieu, que ça allait pas être le bon lieu, mais c'est pas grave. Voilà. On a eu des petites choses comme ça. Et du coup, c'était important pour toi d'avoir ce livret de famille? Ouais. Oui, c'est important parce que je pense que c'est l'événement le plus important de ma vie. Enfin, je suis sûre. Je sais pas ce qui pourrait m'arriver d'autre qui soit plus important que cet événement-là. Pour moi, dans ma vie, il y a un avant, un après. Je pense que je suis pas la même personne maintenant. Et que ça, quelque part, ça acte une forme de réalité de l'enfant. Enfin, en tous les cas, à l'époque, pour moi, c'était important. Après, maintenant, je sais vraiment plus très bien où il est, mais... Ça fait comme trace de son passage, quoi. C'est ça. Je pense que c'est important. Comme c'est important que... qu'elle soit nommée, évidemment, qu'elle s'appelle Marie. Je disais, dans les arbres généalogiques de ma famille, elle y est. Je veux dire, j'ai des photos d'elle. Marie-Claire, sur son buffet, personne ne sait ce que c'est, mais je sais. Enfin,
La manière dont c'est photographié, c'est une photo de ma fille. Voilà. Qu'elle existe pleinement dans l'histoire, quoi. Et elle a sa place dans ta famille. Voilà. À la place, ma mère me souhaite, ma mère, certaines de mes cousines même, me souhaitent bonne fête à la fête des mères. Voilà, quoi. Je suis une maman courte, mais une maman. Quand même, quoi. Une maman singulière. Voilà. Pour reprendre le titre de ton podcast, mais c'est ça. Et puis, ouais, j'ai vraiment une famille qui a été. J'ai une petite cousine qui est née. 2 semaines après que j'ai accouché de Marie. Et ses parents, par exemple, au lieu d'être mal à l'aise par rapport à la situation, au contraire, j'ai été la première prévenue, quoi. Ils m'ont appelé tout de suite, ils m'ont dit, voilà, vous voyez, c'est tout le contraire d'un sujet tabou, quoi. C'est un sujet... Et c'est pour ça aussi que j'en parle volontiers, quoi. C'est parce que après, quand j'ai raconté mon histoire, je me suis aperçue qu'il y a plein de femmes qui ont vécu des histoires comme ça, mais mal parce que c'était tabou, parce que c'était caché, parce qu'elles n'ont pas pu nommer l'enfant, parce que voilà, parce qu'elles n'étaient pas accompagnées, parce qu'elles n'ont pas pu récupérer le corps. En fait, et moi j'en parle volontiers parce que ouais, c'est super dur, mais il y a aussi du très beau. Et il faut pas que le super dur il prenne le dessus, quoi. Il faut essayer d'arriver à garder le beau et assumer le dur parce que c'est dur quand même. Et est-ce que tu penses que le fait que tu aies pu avoir le choix à plein de moments dans ce parcours, ça a aidé d'avoir aussi rencontré des professionnels qui te... Bien sûr. Ah, mais ça, c'est sûr. C'est que vraiment, le rôle des professionnels, il est important. Et ce médecin gynécologue qui, lui, était moins à l'aise avec ça, qui m'a dit, est-ce que vous voulez qu'on cache? Je me dis, une femme qui rencontre son premier contact avec la médecine, c'est quelqu'un comme ça, forcément, elle va avoir la sensation que c'est mal ce qui se passe, qu'elle accouche d'un monde, qu'elle accouche de quelque chose qu'on ne peut pas voir. Oui, si on t'avait pas proposé de prendre de photos, peut-être que tu n'en aurais pas pris. Et bien sûr que non. Et aujourd'hui, je m'en mordrais les doigts de ne pas avoir de photos de ma fille. Ah non, c'est ça, par exemple, là, c'est vraiment quelque chose sur le revirement. J'exagère, je ne vais pas dire que c'est du dégoût au départ, mais vraiment, je trouvais que c'était quand même très, très bizarre comme proposition. Bah oui. Et l'évidence que ça avait 2 jours après, mais même 2 jours après, ça va une vitesse dans l'esprit. Donc, le papa de Marie, lui, je ne peux pas lui en vouloir, mais il n'était pas dans mon corps. En plus, il n'était pas physiquement présent parce qu'il était à l'étranger à ce moment-là. Il comprenait pas ma réaction, mais il pouvait pas parce que ça allait tellement vite. Donc, mais d'où l'importance d'avoir des professionnels qui proposent des choses, qui puissent dérouler une liste de possibilités pour que... Ouais, et qui soient dans l'empathie, dans l'humanité. Enfin, la femme des pompes funèbres, voilà, c'était de l'humanité qui nous touchait. Non, c'est vraiment... je pense que rencontrer les bons professionnels à ce moment-là, c'est extrêmement important. Et la maternité digne, par exemple, là, tu dis vraiment, on doit être très bons professionnels, quoi. Ouais, c'est une grande chance. Ouais. Ouais. Et après tout ça, après l'incinération, l'inscription dans le livret de famille, il y a quoi? T'as réussi à... Est-ce qu'on peut retourner dans sa vie normale comme si de rien n'était? Comment ça s'intègre dans sa vie, dans son corps? Alors moi, vraiment, je suis retournée dans la vie normale plus forte, plus axée, plus centrée, plus grande, en fait. Ça m'a vraiment... C'était une expérience très forte. Se reposer longtemps la question, est-ce que je vais avoir d'autres enfants ou pas? Donc ça a été un sujet quand même. Et franchement, ce que ça m'a laissé, c'est une force. Quand j'y repense,
j'ai cette sensation de beauté, quoi. Après, des fois, du coup, je suis très proche de cette petite fille qui est née 15 jours après. Enfin, cette petite fille qui a maintenant 14 ans, 16 ans. Et c'est vrai que quand je la vois, je me dis, tiens, potentiellement, ça pourrait être ma fille. Mais ça me laisse pas d'amertume. Ça me laisse comme un clin d'œil. Comme... voilà, je le vis plutôt comme ça. Et j'ai pas eu de baby blues, vraiment. En tous les cas, j'ai eu des larmes chaudes, on va dire ça comme ça. Moi, je voulais te poser la question de si tu savais ce que c'était une doula. Alors, quand tu m'as dit que c'était pour ta formation, ce podcast, je me suis dit, doula, c'est pas un peu des sages-femmes dans je ne sais plus quelle tradition. Bref, pour moi, une doula, j'imagine que c'est une femme qui accompagne d'autres femmes avant et après la naissance. Voilà. Et je ne suis pas allée regarder une définition précise et tout, mais voilà. Je veux bien que tu m'en dises 2 mots, du coup. Du coup, une doula, c'est une personne qui est là pour accompagner tous les membres d'une famille, que ce soit la mère, le père, les frères, les sœurs, les grands-parents s'il faut. Elle est là pour les accompagner, pour les soutenir. C'est vraiment un accompagnement émotionnel, logistique, qui est là pour informer, justement, pour faire la liste de tous les possibles. Et elle essaye de rendre le pouvoir aux femmes ou en tout cas aux familles dans leur processus de parentalité, du désir d'enfant, les parcours de PMA par exemple, la grossesse, la naissance, le postpartum. Et c'est un plus, en fait, ça va de pair avec la sage-femme ou le gynécologue. C'est vraiment quelqu'un qui est pas du tout dans le médical, qui fait pas de diagnostic, qui accouche pas les mamans. Elle est vraiment là juste pour les soutenir, pour les écouter des fois seulement, et pour les accompagner dans tout ce qui peut être vécu dans ce périple, dans les IMG par exemple. D'accord. Et dans tous les deuils périnataux qui sont possibles, ou dans l'accueil d'un bébé. Voilà, elle a 1000 cordes, 1000 flèches à son arc plutôt. Ok. Moi, j'ai eu de la chance j'ai vraiment beaucoup de chance dans les gens que j'ai rencontrés, mais sans ça, je pense qu'une douleur aurait été juste indispensable. Enfin, il y a la partie plus administrative sur ce qu'on fait du corps et tout, par exemple, pour moi, ça a été lourd, quand même, à gérer. Mais oui, on est un peu tout seul. Voilà. La doula, elle aurait, par exemple, pu juste aller se renseigner sur tout ce qui est possible pour que tu aies juste à voir les possibles et que tu puisses faire ton choix sans forcément avoir ces heures de recherche, fouiller, trouver ce qui... Enfin, là. Elle permet de soulager de choses qui sont plus stressantes qu'autre chose, quoi. Je pense aussi qu'elle m'aurait été très utile. J'ai eu la chance de rencontrer cette thérapeute-là avec la communication facilitée. Je ne l'aurais pas rencontrée. Je pense que ça aurait été vraiment plus difficile parce que j'aurais toujours eu le doute sur mon choix. Je dis pas que j'en ai pas de doute, hein. Il y a toujours une petite bribe quelque part. Mais elle m'a quand même aidé à... Mais sans ça, je pense que ça aurait été un fardeau. Et notamment parce que je sais que j'ai pas pris le temps du choix, vraiment. Le choix, il s'est fait comme ça, comme si c'était pas un choix presque, en fait. Et je crois que j'aurais pu regretter longtemps de pas avoir pris le temps du choix. Mais d'en parler, de... Voilà. Parce que le choix, il s'est imposé à moi, en fait. Je peux pas... C'était très vite. Et je crois que
c'est facile d'avoir, par la suite de ça, des doutes ou des regrets. Et là, je pense que ça torture à vie si on a ça. Donc, bon, en tous les cas, merci à elle de m'avoir aidée sur ce temps-là. Parce que... Tu peux te dire merci à toi d'être allée la chercher, parce que c'est quand même aussi... une doula, ça peut être aussi juste avoir un carnet d'adresses avec les bons professionnels pour rediriger, et que la personne, elle n'ait pas à chercher d'elle-même alors qu'elle a 10 000 choses à traverser en plus de tout ça. C'est sûr. Donc, tu peux surtout te remercier d'avoir réussi à trouver et d'avoir cherché et d'être tombé sur la bonne personne. Ouais, en tout cas, ouais. Je sais pas, mais j'ai beaucoup de gratitude pour cette aventure de vie que j'ai eue. Ouais, c'est vraiment la plus belle chose du monde. Je pense que ça conclut super bien. Très bien. Merci. Merci à toi, c'était super de t'avoir et d'entendre ces histoires et ces parcours sur l'interruption médicale de grossesse, parce que je pense qu'il n'y en a pas assez et que, en fait, c'est vachement plus courant que ce qu'on pense. Qu'il faut en parler. Je suis heureuse d'avoir pu y contribuer. Merci bien. Merci. Merci à vous toutes et tous pour votre attention lors de cet épisode. Merci à notre invité pour ce précieux partage. Si vous voulez soutenir le podcast et l'association qui porte le projet, n'hésitez pas à faire un don sur le site d'Ensemble et Différent et suivez-les sur les réseaux sociaux. Merci à Séraphin pour la technique et le montage, les passeurs de silence pour la musique et toutes les petites mains qui ont aidé à ce que ce podcast voie le jour. On se retrouve très vite pour le prochain témoignage.